Salut Natacha. Bonjour Julien. Comment vas-tu ce matin dans cet épisode numéro 14 de Et allez encore une coach? Eh ben, je vais très bien. Je suis ravie d'être là avec toi et je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai hâte qu'on commence. Très bien. Je te remercie d'être venu jusqu'à moi. Et ma question, alors je te raconterai comment moi j'ai entendu parler de toi au début, mais pourquoi t'as voulu venir me voir aujourd'hui puis faire cette interview avec moi? Qu'est-ce qui t'a dit oui en toi? J'ai un tempérament qui dit oui aux opportunités qui se présentent. Alors pas forcément naturel, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai développé avec les années, parce que dans chaque proposition il y a du bon à apprendre, et ça peut être aussi une occasion de partager mon message. Donc c'était voilà l'occasion. Génial, partager ton message. Alors ça déjà, j'adore justement ce message, ce manifeste qu'on porte toutes et tous et que les réseaux sociaux pour moi amplifient. Et ça c'est génial. Et le message du coaching, c'est ça aussi moi que je veux montrer et apporter dans cette série. C'est bah oui, il y a des coachs, c'est un super métier. Je l'incarne moi en création de contenu. Natacha, elle va nous parler de sa teinte à elle, de sa manière de le faire. Et en fait, c'est vraiment de montrer, de faire écouter ce qui s'y passe derrière cette étiquette, parce que ce n'est qu'une étiquette. Et évidemment, ça ne représente pas les personnes dans toute leur complexité. Et vous l'avez vu jusque les précédents épisodes, les 13 précédents épisodes. À chaque fois, c'est une personne assez différente. Et moi, je suis très nourri aussi de ça. Et ma première question serait, Natacha, comment tu te définis, toi? Est-ce que tu t'appelles coach? Est-ce que tu dis que t'accompagnes? Quelle est, en tout cas, cette phrase que tu présenterais? Je dis, ça dépend. Ça dépend qui j'ai en face de moi. Et je dis plus effectivement que j'accompagne. En fait, je parle plus des personnes que j'aide que de mon étiquette. Okay. Et je dis que j'aide les femmes qui ont vécu des agressions sexuelles à vivre une vie plus épanouie et à se sentir puissante et libre. Et du coup, ça va dépendre. En général, effectivement, le mot coach, je l'emploie de moins en moins parce que, comme tu disais, il y a à boire et à manger à la fois dans les coachs et dans la perception qu'on en a. Et donc du coup, ça peut être un frein en fait quand j'ai des personnes en face de moi qui ont besoin d'être aidées. Parfois, d'entendre coach, ça va les rebuter, alors que factuellement, elles ont besoin d'aide et je peux les aider. Et ce serait dommage que juste en utilisant un mot que elles perçoivent d'une certaine façon, elles puissent pas être aidées. Ouais. C'est vrai que ça peut fermer ce premier contact. Et après, évidemment, on voit très bien que toi, donc tu aides les femmes qui ont vécu des agressions sexuelles à vivre une vie épanouie. Et quel autre métier aurait pu être fait, à part ce métier de l'accompagnement, du coaching, que toi, t'aurais pu prendre, ou toi, t'as trouvé que cette forme, c'était la meilleure pour toi pour aider ces personnes-là de cette manière? Quand j'étais au lycée, au moment où il fallait choisir sa voie, je voulais être psy. En tout cas, ça m'attirait. Et c'est quelque chose que j'ai laissé de côté, je pense à l'époque, parce que je pensais que c'était une orientation pour les littéraires, pour ceux qui avaient fait le bac L à l'époque, ça s'appelait comme ça. J'ai l'impression d'être vieille en disant ça. Je suis de cette époque. Et moi, j'étais de la filière scientifique, donc du coup, je pense que à l'époque, j'avais cette croyance-là qui faisait que je n'étais pas allée. Et alors, attention, parce que c'est quand même deux métiers différents, hein. Psy et coach, on n'est pas sur la même, sur le même plan, on va dire, et on est, je pense, assez complémentaires à plein de niveaux. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre comme métier? En fait, je les ai faits, c'est-à-dire que moi, je suis passée à la base par l'informatique, j'ai été directrice générale de start-up, donc vraiment rien à voir. Mais en fait, c'est dans la relation humaine que mes compétences de coaching ont été mises en lumière. Et moi, j'aime bien dire aujourd'hui qu'en fait, je suis coach depuis la maternelle, parce que j'ai l'impression d'avoir toujours fait ça, en fait. Donc, voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Si, tout à fait. Et en fait, c'est ce côté de cet amour de l'être humain, de la relation humaine. Donc, coach depuis la maternelle, j'aime bien. En fait, le métier de coaching, on va voir un peu comment il est arrivé à toi, mais il trouve sa forme, ce cadre le mieux et le plus idéal pour toi pour accompagner ces femmes. C'est une question? Excuse-moi, j'ai pas...
Je crois que c'était une affirmation. Non, en fait, ma question, c'est vraiment de savoir si, ouais, là, t'as trouvé aujourd'hui, sous la forme du métier de coach, la meilleure manière pour toi d'accompagner les femmes. Oui, parce que j'aurais pu, je le fais un peu, mais pour l'instant très à la marge. J'aurais pu, par exemple, faire de la formation ou créer ou écrire un livre. C'est en cours, mais il y a il y a de la transmission, il y a des messages à donner, mais pour moi, la meilleure façon d'aider une personne, c'est d'aller voir ce qui se joue en elle, sa façon à elle de l'avoir vécu, interprété, ancré en elle, et puis bah du coup pour aller trouver ses propres solutions et pour l'aider à voir ce qu'elle ne voit pas par elle-même. Et on peut faire autant de formations qu'on veut, autant de bouquins qu'on veut. Alors je pense qu'il y a peut-être des personnes très bonnes pour le faire. Moi en tout cas c'est pas mes compétences. C'est beaucoup plus facile de le faire en posant des questions et en étant face à face que en étant en asynchrone dans la transmission quand ça va que dans un sens, quoi. Ok, très bien. Bah écoute, on va aller un peu plus creuser ça par la suite, mais d'abord j'aimerais bien tirer une carte pour ouvrir le champ et de savoir d'où tu viens, quel est le mouvement que tu as fait toi avant de devenir coach, et puis tu nous as parlé que tu étais directrice générale de start-up, que tu avais un peu cette filière scientifique ou quelque chose qui est assez différent de ce que tu vis aujourd'hui. Et donc du coup, je vais te demander de tirer soit une photo, un mot ou une question. Allez, photo. Allez, photo, c'est parti. Ça m'intrigue. Alors moi, je comprends. Donc j'utilise ces cartes point of view qui sont vachement bien. Et je vais les ouvrir devant moi, je vais poser l'intention, et puis je vais passer mon doigt, tu me diras stop quand tu veux. Ça marche ? Très bien. Ok. Alors, c'est parti. Chère carte, merci de nous montrer une photo qui va éclairer le passé de Natacha. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Alors, voici la carte. Est-ce que tu peux la décrire pour ceux qui écoutent juste le podcast ? Alors, c'est une photo de métro, qui semble pas être un métro français, mais en tout cas, un transport en commun. Voilà, avec une femme devant et puis des passagers derrière. Très bien. Elle t'inspire quoi, cette photo, en lien avec ton passé ? Elle m'inspire ma vie d'avant quand j'étais dans un métro boulot dodo où j'étais encore en train de suivre le chemin, plus le chemin que je pensais qu'il fallait suivre plutôt que le chemin qui me correspondait. Et ça, alors même que j'avais fait des choix un peu différents de ceux de mes amis, c'est-à-dire que moi j'ai rejoint un projet start-up où j'étais en 4e année d'école d'ingénieur. Donc c'était par rapport à d'autres personnes de mon entourage, c'était déjà un peu ouf par rapport à juste aller chercher un stage et puis voilà, finir son année, ses études, machin. Mais malgré tout, j'étais encore vachement dans ce truc de pour être heureux dans la vie, il faut faire passer son bac, faire des études, avoir un bon salaire, un CDI, et puis acheter une maison, avoir un chien, faire des enfants, et et voilà. Et là seulement à ce moment-là, tu seras accompli et ta vie sera parfaite. Donc cette image-là, voilà, me ramène à ça, à ce moment-là où j'étais juste en train de suivre un chemin qui était déjà tout tracé, sans vraiment me poser la question de est-ce que c'était le bon chemin pour moi. Voilà ce que ça m'inspire, en gros. Très bien. Et il y en a qui sont très heureux dans ce chemin-là, et c'est parfait pour eux. Ça l'était pas pour moi. Tu as tout à fait raison. En fait, ce chemin, il n'est pas à critiquer autre. S'il ne nous va pas et qu'on s'en rend compte et que les émotions vécues, la frustration et l'énervement, la colère en nous viennent indiquer que justement il nous va pas, c'est notre responsabilité de le changer. Mais s'il nous va et qu'on est ok et que ça, c'est très bien pour nous, tant mieux en fait, j'ai envie de dire, c'est clair quoi. C'est hyper intéressant. Ce schéma toujours un peu classique de oui, on a un truc qu'on a envie de sortir, se mettre au boulot dodo, ça nous épanouit pas. Toi t'étais sur ces rails et il y avait quand même un peu de cette envie départ de psychologie, tu disais. Bon, t'étais en S, donc non, ça c'est pour les L, c'est pas pour moi et tout. Et comment justement t'es arrivé à te dire je crois que je vais changer de métier, je vais changer de vie, je vais devenir coach. Quel a été un moment le début de cette transition ?
Alors là, il faudrait 1 heure et demie de podcast, je pense, mais si tu veux, moi, j'ai changé plein de fois de métier, j'ai fait pas mal de choses, et en fait, de l'extérieur, on pourrait avoir l'impression que j'ai pas mal fait la girouette. En fait, je me suis réalignée régulièrement en prenant un peu de recul et en me posant des questions. Donc à la base, j'étais développeur web, je faisais des sites web. Ensuite, j'ai rejoint ce projet startup où je suis rapidement devenue la directrice générale de cette boîte. Et puis après, je suis partie de ce truc-là. Je me suis intéressée pendant ces années de startup à l'agile, qui est une méthode, qui est c'est pas une méthode, c'est une philosophie pour gérer des projets à la base informatiques, qui m'a vachement reconnectée à l'humain en fait, au bon sens, aux relations, etc. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence émotionnelle, à des choses qui en fait m'avaient toujours attirée. Puisque quand j'étais petite, moi j'adorais me mettre sur un banc, regarder les gens passer, se dire mais comment ça se fait que lui s'habille comme ça, pourquoi elle marche comme ça, pourquoi elle parle comme ça. Enfin, voilà, j'ai toujours adoré ça, mais bon pour moi c'était un hobby quoi. Et donc voilà, donc j'ai quitté cette start-up là parce que j'avais envie de faire autre chose. J'ai eu ma fille en fait, j'ai passé 1 an avec ma fille qui venait de naître. Je suis repartie faire du coaching agile, de la gestion de projet dans une boîte en tant que salariée. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi. Alors il y avait des trucs très intéressants, hein, mais le fait j'étais dans une grosse boîte, donc c'était assez rigide. Moi, je venais de ce truc start-up où j'aime bien que ça bouge, qu'on puisse prendre des décisions pour que ça change, etc. Je me suis dit, j'ai pas envie de me battre contre des moulins à vent. Mon énergie est plus précieuse que ça, donc je suis partie de ce truc-là. Et en fait, je suis partie sur les routes avec le père de mes enfants à l'époque, et donc ma première fille qui était là. Et on allait faire un tour de France en camping-car pour aller rencontrer des gens qui avaient choisi des modes de vie différents. Génial. Parce qu'on sentait qu'on était attirés par autre chose et qu'on avait aussi envie de partager ce truc-là, donc on voulait réaliser un documentaire sur le sujet. Et voilà, on a fait ça quelques mois et puis on a fini par partir de la région parisienne où on venait d'acheter une maison pour aller s'installer au fin fond du Limousin pour créer un écolieu. Voilà, tout ça pour t'amener où exactement, parce que je réponds pas vraiment à ta question. Le fait c'est que du coup, en créant cet écolieu, on a accueilli énormément de woofers. Je sais pas si tu connais le woofing. Ouais. Bah tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas. Donc le woofing, le principe, c'est que des personnes qui sont intéressées par l'agriculture écologique notamment puissent aller dans des endroits, des fermes en l'occurrence, mais pas que, pour pouvoir goûter à cette vie-là, à ce monde-là, et en échange donc ils donnent un coup de main et en échange ils sont nourris, logés, enfin voilà. Donc c'est un deal gagnant-gagnant. Bon, il se trouve que nous, on a accueilli peut-être une centaine de woofers, voire plus. Et en fait, on travaillait pas beaucoup parce qu'on passait notre temps à table à philosopher. Et moi, ce que j'adorais le plus dans le fait d'accueillir les gens chez moi, c'était qu'ils repartaient pas du tout comme ils étaient venus, quoi. Et j'aimais tellement ça que je voulais organiser des retraites. J'étais en mode où je voulais acheter la maison d'à côté pour pouvoir faire un lieu d'accueil, etc. Et à ce moment-là, il y a une personne avec qui je travaillais qui m'a dit, mais attends, prends un peu de recul, pourquoi t'as envie de faire tout ça? Qu'est-ce qui guide ça? Et donc c'est là que ça m'a mis en lumière qu'en fait j'adorais aider les gens à se mettre sur le chemin qui les rend heureux. Donc c'est comme ça que je me suis orientée vers le coaching. Je me suis formée auprès de David Laroche. Alors, cool. Je dis ça et tout en sachant ce que ça peut créer, parce que David Laroche, on l'aime ou on l'aime pas, en général. Ici, on l'aime. Et puis, jugez si vous avez envie de juger. On s'en fiche de vos jugements. En tout cas, voilà, après, vous avez le droit de penser ce que vous pensez. Moi, j'adore. En l'occurrence, David Laroche, je le connaissais assez peu et j'avais pas spécialement une super image de David Laroche avant de rentrer dans l'école. Par contre, ce qu'il proposait dans l'école m'avait vraiment séduite. Et tu vois, tu disais tout à l'heure, c'était pas compatible avec l'esprit scientifique quand j'avais amené ce truc-là. Et en fait, justement, c'est ce truc-là qui est hyper intéressant, notamment avec David Laroche, mais en fait, globalement, quand tu t'intéresses au coaching, c'est qu'il y a aussi une dimension scientifique. Ouais. T'as tout ce qui va être neurosciences, toute tout ce qui se passe d'un point de vue biologique, physiologique, notamment là dans le cadre des traumas, puisque moi, c'est un sujet qui revient évidemment beaucoup. Donc il y a cette dimension scientifique aussi dans le coaching.
C'est vrai, tout à fait. Et puis c'est quand tu parles de ça, je vois tout de suite avec David Laroche ou les partages qu'il peut faire ou autre. J'adore cet équilibre justement entre Mm. le côté très aussi scientifique, le très yang, et puis le yin aussi de l'émotionnel, de Mm. l'intelligence émotionnelle et de ce beau yin yang qui fonctionne en harmonie et qui a toute sa place. Et donc du coup, tu te sens de nouveau complète toi dans ces deux polarités qui s'équilibrent en Carrément, toi ouais, avec ça, ça. il y a un équilibre entre la spiritualité, la science, la relation, l'humain. Enfin, il y a vraiment. Ouais. Pour moi, c'est un beau métier qui allie tout ça, quoi. C'est clair. C'est clair que c'est un très beau métier qui permet d'allier tout ça et avec sa teinte Mm. particulière. Et toi, tu dis donc que tu aides les femmes qui ont vécu des agressions sexuelles. Tu parles de trauma. Et il y a quelque chose qui m'a marqué quand je le vois, parce que moi j'aide aussi les personnes à oser prendre la parole, à oser exprimer ce qu'elles ont traversé sur les réseaux sociaux. Et il y a une grande peur du jugement, il y a une grande peur de vulnérabilité que de montrer ces traumas ou ce qu'on a pu traverser et de là où on vient, mais qu'on en a fait une force en tout cas quand on a cheminé. Et toi justement, tu marques sur ton profil LinkedIn de la femme victime d'agression sexuelle à la déesse épanouie et puissante. Est-ce que tu peux nous parler, si tu l'acceptes, de justement comment ce trauma t'a construite et t'amène aujourd'hui à être face à moi? Euh, quand j'étais adolescente, moi j'ai vécu une agression sexuelle qui a eu un très très gros impact dans ma vie à plein de niveaux, dans plein de domaines, mais notamment dans ma vie sexuelle et du coup dans ma vie de couple. Et ça a été une très très grande souffrance. Et ça a été une grande souffrance, d'autant plus que pour moi c'était une fatalité. En fait, pour moi j'étais cassée. Ce jour-là, quelque chose s'était brisé en moi. Et on ne pouvait rien y faire. C'était comme ça. J'étais passée du monde des normaux à quelqu'un de différent, qui pourrait jamais avoir une vie sexuelle épanouie, qui ne pourrait jamais être en paix avec les approches de son conjoint, qui pourrait jamais être en paix avec le fait que mes enfants aillent à un anniversaire de copains sans que je sois présente. Donc voilà, il y avait ce truc-là, pour moi, c'était comme ça, et je pouvais rien y faire. Et j'ai vécu très longtemps comme ça, quasiment 17 ans en fait, avec ce truc-là de bon bah voilà, juste apprends à mieux le gérer, apprends à faire avec quoi. Et à un moment, ça a atteint un niveau tel que pour moi, c'était plus possible de vivre comme ça. Et donc du coup, j'ai mis du temps à avoir ce courage-là, mais c'est normal. On peut pas. Il faut attendre d'être prêt. À un moment, on est capable d'être assez peut-être confortable dans sa vie ou autre pour se dire ça y est, là c'est bon, c'est le bon moment pour moi. Ou alors c'est quand la douleur est beaucoup plus grande que la peur. En tout cas, je suis arrivée à ce stade-là où je me suis dit bon là j'y vais, et j'y suis allée à fond. Je suis allée voir des psys, j'ai tout fait, je crois. J'ai fait psy, médium, EFT. Non, j'ai pas fait EMDR. J'ai fait quoi j'ai fait des trucs par le corps, j'ai fait des libérations émotionnelles. Enfin, j'ai fait énormément de choses. Et puis il se trouve que c'était aussi pendant ma formation à l'école de coaching, qui est une école où on s'entre-coach énormément. Il y a beaucoup de pratiques. Et donc du coup, ça m'a permis aussi de beaucoup travailler là-dessus. Donc je te raconte pas la tête de mes camarades quand je leur amenais ce sujet en tout début d'année. Ah bah, tu veux pas plutôt que je t'aide à trouver comment tu fais pour ramener ta voiture au garage? T'as pas un truc plus simple. Voilà. Mais voilà. Et donc du coup, j'ai avancé là-dessus. Et en fait, quand je dis j'ai avancé, c'est-à-dire que j'ai atteint un niveau de bien-être par rapport à ça que que j'aurais pas imaginé possible. C'est-à-dire que non seulement c'est dépassé, mais je suis hyper à l'aise avec ça. Et alors attention à ce que je vais dire, prenez-le avec des grandes pincettes pour vous, mais j'ai même de la gratitude pour ce que j'ai vécu. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que je cautionne ce qui s'est passé et que je voudrais que ça se reproduise, etc. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je reconnais aussi que ça a eu des avantages dans ma vie. Et ça m'a permis notamment de découvrir des choses incroyables. La sexualité sacrée, je pense que je n'aurais jamais été vers ce truc-là autrement. Et aujourd'hui, j'ai une relation incroyable avec mon chéri. Donc, grâce à ça, je pense. Je suis passée par la douleur pour pouvoir construire une relation saine aujourd'hui et magnifique. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage et
Je l'entends beaucoup aussi dans les podcasts que j'écoute ou justement dans le développement personnel ou les personnes qui sont résilientes et qui traversent des choses comme ça, de remercier en fait ce qui s'est passé parce que c'est ce qui nous construit énormément. Ensuite, si on fait le choix justement, alors ça a pris du temps et le temps est bon et long et on peut voir à quel moment c'est le plus juste pour nous, mais le timing divin est là aussi selon moi et que tu tombes ensuite avec la formation et que ça permette aussi d'aller travailler sur ces libérations-là, c'est parfait finalement pour toi. Et moi, j'ai connu par exemple une rupture après 8 ans qui m'a beaucoup impacté, mais elle m'a énormément construite aussi. En 2 ans, j'ai fait un bond de ouf, quoi. Enfin, c'est 1 an et demi. C'est incroyable à quel point aussi de cette douleur, j'ai pu aussi la transformer et j'aurais pu le garder aussi très longtemps ou me dire, bah voilà, tu parles de fatalité, on peut souvent se sentir en fatalité, en victime et être enfermé dans ce rôle-là. Et donc, c'est chouette de faire entendre que oui, il est possible de s'en sortir avec le temps, avec l'accompagnement, mais il est possible de s'en sortir, avoir une vie épanouie aujourd'hui, surtout en partant de traumas sexuels qui sont très lourds aussi à porter. Donc merci pour ce partage. Alors attention, le statut de victime est pas non plus à vas-y, ouais, précise. À critiquer. Le statut de victime, on en a besoin parfois. On en a besoin pour accepter ce qui nous est arrivé, pour être. Okay. Moi, j'ai eu besoin d'être reconnue en tant que victime pour pouvoir ensuite en sortir. Le danger, entre guillemets, c'est de rester dans ce statut de victime et de construire son identité autour de ça. Et là, ça, du coup, c'est là qu'on s'enferme effectivement dans ce statut et qu'on peut difficilement dépasser du coup Merci de le préciser, t'as raison, parce qu'effectivement c'est comme si on voulait un peu nier déjà, si on niait le côté victime, nier l'émotion qu'on a, nier ce qu'on traverse et de même pas vouloir le voir. Alors là peut-être qu'on le met vraiment profond et dans l'inconscient ça a fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc de passer par cette étape, oui j'ai été victime et ensuite je peux en sortir, mais au moins je le reconnais, je le vois, t'as tout à fait raison. Ouais, c'est hyper important. Merci Natacha. Comment ça s'est passé, parce qu'aujourd'hui t'es hyper à l'aise comme tu dis pour en parler. Quel a été ce moment où tu t'es dit, de ce que j'ai vécu, je peux en parler déjà au monde entier, en parlant sur les réseaux, mais surtout aider les personnes qui ont également traversé ça. Est-ce que ça t'est arrivé très vite ou pas, ça ? En fait, ça faisait un moment que je me disais que j'avais envie d'aider ces femmes-là, mais comme j'avais pas dépassé ma propre histoire, je me sentais pas capable de le faire. Parce que ce serait pas juste pour ces personnes-là que... parce que moi j'ai pas dépassé certaines choses, je sois pas en mesure d'avoir un recul suffisant pour les aider sur leurs problématiques sans faire de projection, etc. Donc j'avais vraiment besoin moi déjà d'avancer là-dessus pour pouvoir être en mesure de les aider. Et je crois que vraiment ce qui m'a fait switcher en me disant mais vraiment il faut que je les aide, c'est un hasard de la vie. J'ai pris une autostoppeuse sur le chemin pour rejoindre mon chéri et on a discuté pendant 1h30 de pas mal de choses et à un moment est venu le sujet, alors assez vite d'ailleurs. Et je lui expliquais ce qui m'était arrivé, comment j'avais transformé ça et comment c'était magnifique dans ma vie aujourd'hui grâce à ça, grâce à ce chemin, etc. Et cette jeune femme qui avait peut-être 10 ans de moins que moi m'a expliqué, c'est incroyable ce que tu me partages parce que c'est exactement ce que j'ai vécu et ce que je vis encore. Et rien que d'avoir discuté avec elle, rien que de lui avoir transmis ce message de en fait tu peux aller au-delà, elle est ressortie rayonnante et pleine d'espoir. Et vraiment l'espoir c'est ce dont j'ai manqué moi pendant 17 ans. Et donc là je me suis dit il y a quelque chose à faire quoi. Et quand je me dis il y a quelque chose à faire, je me dis même pas il y a que moi qui peux le faire, mais il y a quelque chose à créer pour que ça se sache en fait. On sait à peine que on peut aller voir un psy et que ça peut aider. C'est-à-dire, même moi, je me suis même pas dit pendant 17 ans, je vais aller voir un psy pour aller mieux. Je me suis même pas dit ça. Je me suis dit en fait, il y a rien à faire. C'est même pas la peine que j'aille voir un psy. Je vais aller en face de quelqu'un, je vais revivre le truc, je vais souffrir. J'ai pas envie quoi. Donc je me dis il y a vraiment quelque chose à faire pour faire en sorte que ça se sache que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut vivre. On peut vivre au moins aussi bien qu'avant, si ce n'est mieux, en allant à la fois comprendre ce qui se joue en nous, en allant lever ce qui nous freine, ce qui nous fait souffrir, et puis en profitant pour aussi se construire la vie qui nous parle vraiment, notamment dans la sexualité.
j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en me disant j'aimerais une sexualité normale, donc grosse guillemets sur normal, parce que en plus il y a un domaine où la normalité ça n'existe pas, c'est bien la sexualité. Et donc d'aller voir ensuite c'est quoi la sexualité qui te correspond en fait. Et donc ça marche évidemment pour tous les domaines. Génial. Ça, j'ai envie qu'on parle après un peu de sexualité sacrée parce que j'ai sorti un numéro de ma newsletter sur Telegram de Bienvenue dans le monde 2. C'est un podcast, une newsletter par abonnement sur les pratiques de l'énergétique, de l'invisible, qui m'ont beaucoup construite. Et il y a justement Emmanuel Duchesne qui parle de la méditation orgasmique. Et c'est hyper intéressant cette approche-là aussi, qui vient des États-Unis, de Nicole Dedon, et aussi un peu du mouvement slow sex. Et c'est hyper intéressant. Mais avant, moi, je veux revenir sur le fait de à quel moment donc. C'est génial, cette autostoppeuse, ce cadeau de la vie, évidemment. Le sujet arrive naturellement. Et oui, tiens, t'as vécu exactement ce que je viens de moi de traverser. Donc, je l'ai dans mes cellules et je l'ai compris, je l'ai digéré. J'en ai fait un beau compost qui m'a permis d'éclore moi. Et à quel moment ensuite tu te mets sur les réseaux, tu oses faire entendre ça sur les réseaux sociaux? Parce que souvent je vois des personnes qui peuvent le parler en petits groupes, en vrai, mais sur les réseaux il y a vraiment cette peur de waouh, ma parole est vraiment mise à nu devant la terre entière et je vais me faire dégommer parce qu'on connaît les haters, on connaît tout ça, et on en a vraiment grand peur. Alors je l'ai pas publié tout de suite et la première publication que j'ai faite, ça a été une sorte de coming out pour moi de ça y est, allez, il faut que j'en parle, quoi. Il y avait un truc de toute façon, c'est trop fort, je peux pas garder ça pour moi. Tu vois, il y a une espèce de truc de il faut que ça sorte. Ça devient limite douloureux, en fait, à force de le garder pour moi, il faut vraiment que je le sorte. Et donc, je l'ai publié, et effectivement, ce truc de, il y a plein de gens qui vont voir d'un coup, je l'ai eu parce que ce post-là, en l'occurrence, a eu énormément de succès. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais il y a eu moi je l'ai posté en me disant si ça peut inspirer une personne s'il y a une personne qui le voit et qui se reconnaît et à qui ça peut donner de l'espoir, c'est gagné. Et en fait il y a 250 000 personnes qui ont vu ce post. Il y a eu des milliers de réactions, des centaines de commentaires et j'ai eu des dizaines de personnes qui sont venues me parler en privé pour m'expliquer leur histoire, ce qu'elles avaient vécu, ce que ce poste-là leur avait fait, etc. Il y a même des personnes auxquelles je m'attendais pas qui sont venues me parler. Et donc je suis contente d'avoir eu ce courage de l'instant pour publier ce truc-là parce qu'en fait ça m'a ouvert à ce que je savais déjà mais que j'avais besoin de voir, qui est il y a énormément de personnes qui ont besoin d'être aidées, à qui ça parle, et en fait même si je m'étais arrêtée à ce poste-là, j'ai déjà fait une partie du job. C'est clair. Ouais. Merci de partager ça parce que pour moi aussi, je le sais à quel point c'est puissant et j'appelle ça un peu des coming out de vulnérabilité suprême. Tu vois, t'arrives et une fois que t'as passé ce palier-là, c'est tellement puissant et tout le temps, il y a des milliers de retours. En fait, les gens sont hyper touchés par ce que tu vis et enfin, tu dis haut et fort ce que plein de gens pensent tout bas en fait et tu fais un bien fou tellement. Surtout sur ce sujet-là qui est tellement tabou, tellement difficile d'exprimer, de partager. C'est compliqué quoi d'arriver. Alors et encore, on vit à une époque où il y a eu le MeToo qui a libéré quand même un petit peu la parole là-dessus. C'est incroyable les avancées que ça a permis. Énormément. Donc on parle beaucoup plus du fait que des femmes et des hommes d'ailleurs, des enfants sont très très régulièrement agressés sexuellement. On parle par contre, je trouve encore assez peu des conséquences que ça a derrière. Le fait d'avoir une vie sexuelle complètement bloquée, d'être en panique quand notre compagnon ou notre compagne s'approche de nous pour un câlin, ça on n'en parle pas en fait. En tout cas moi j'en entends très peu parler et pourtant je m'intéresse quand même au sujet depuis un moment. Et voilà, toutes les conséquences. Donc je parle de la sexualité parce qu'effectivement c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus et que j'aborde souvent avec les personnes que j'accompagne, mais il y a des conséquences dans tout, dans les relations aux hommes, au travail, dans le fait qu'on va paniquer pour un truc qui en apparence n'a aucun lien mais en fait qui est très lié profondément en nous, etc.
Donc d'ailleurs, sur ce premier post, j'avais eu des réflexions mais ça n'a rien à faire sur LinkedIn. Et putain, ça a tout à faire sur LinkedIn. Parce que ça a des conséquences aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle. D'ailleurs, j'avais refait un post derrière. Ça n'existe pas de laisser à l'entrée de l'entreprise toutes nos blessures, tout notre passé, tous les le impacts. trauma, c'est bon, il est pas là. On est neutre personne dans le propos. Et sans parler du fait que ça arrive aussi au sein des entreprises. Donc, Bien sûr. Non, mais c'est tellement important. Et oui, il y en aura toujours pour évidemment voir ce qu'ils n'ont pas envie de voir, mais on est là pour ça. Et merci de rappeler aussi MeToo, la puissance d'un tweet. Un tweet, mais qui a changé le monde, en fait. Qui a changé, qui a libéré la parole des femmes, qui a fait rentrer presque l'ère mondiale dans quelque chose d'autre, en fait, dans la libération de la parole. Il y a eu tellement de choses après ça. Et c'est vraiment la puissance du réseau social, en fait, de pouvoir toucher des mondes avec notre histoire propre, évidemment, avec quelque chose qui est au plus profond de nos cellules, qu'on a vécu, qu'on a transformé ou qu'on est en train de transformer. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette d'en avoir conscience. Et ce que tu as dit tout à l'heure, tu peux aller au-delà, en fait, à cette autostoppeuse. Toi aussi, tu peux aller là et c'est possible, cette voie-là, tu vois. De montrer, oui, en fait, moi, je l'ai fait. Il y en a peut-être plein qui en ont pas conscience, mais c'est possible en fait. Ou peut-être même je suis la seule et j'aime bien les champs attracteurs dont parle David Hawkins sur l'échelle des niveaux de conscience. Je sais pas si ça te parle. Allez-y, regardez sur internet si vous voulez. C'est par rapport au niveau vibratoire en fait des choses. Et il y a vraiment cette puissance de monter dans le courage, de monter dans la création de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, et on crée un nouveau champ attracteur. Le fait d'oser le dire, toi, tu crées une réalité nouvelle qui a toujours été là, mais un jour, tu l'incarnes dans la matière. Et juste d'entendre cette parole, c'est souvent ce modèle ou cette personne qui d'un coup, tiens, elle se met à faire le 100 mètres en moins de 10 secondes. Et ben après, tout le monde se met à le faire. Et en fait, ça crée une nouvelle réalité que de parler, oui, c'est possible de sortir d'un trauma d'agression sexuelle. Et moi, j'ai incarné ça. Donc toi aussi, tu peux le faire parce que si je suis là et que je crée cette vibration-là, plein de gens peuvent s'y reconnecter. Et je trouve ça génial, en fait. Donc la prise de parole est hyper importante. C'est intéressant. C'est intéressant ce truc de vibrer et montrer tout en dans le message que j'ai envie de passer, c'est je l'ai fait, c'est possible et je suis pas quelqu'un d'exceptionnel quoi. Je suis une personne lambda. Ce n'est pas parce tu es que quelqu'un moi d'exceptionnel comme chacun et chacune de nous. Mais voilà. En fait, j'entends ce que tu veux dire. Vas-y, c'est hyper intéressant. Enfin voilà, que ça peut arriver à tout le monde et c'est pas parce que j'ai des capacités particulières que j'ai pu le dépasser. C'est pas parce que je sais pas, plus intelligente ou plus instruite ou ce que tu veux, c'est pas le cas. N'importe qui peut y arriver s'il est prêt, s'il en a envie, s'il est accompagné de la bonne manière, si c'est le bon moment pour elle ou pour lui, c'est possible. Tout à fait. Et on entend souvent chez plein de personnes, alors que ce soit dans le business ou que ce soit dans plein d'autres choses, dans les sportivos, si je suis capable, en fait, tu l'es aussi parce qu'ils le savent d'où ils viennent. Et moi, je le sais aussi d'où je viens dans les étapes que j'ai fait, mais il y a 2 ans, jamais je me serais dit, Julien, tu peux faire des interviews, parler de plein de sujets, communiquer sur les réseaux, mais jamais je me serais capable. Alors qu'en fait, on a tout ça en nous. On a vraiment tout ça en nous et à un moment, il y a quelque chose auquel on se branche et qui nous met en mouvement. Comment t'accompagnes les personnes qui viennent à toi? Est-ce qu'elles ont toutes vécu des traumas sexuels? Ou elles ont des problématiques liées à la sexualité, mais pas forcément avec un trauma, mais la sexualité dans le couple et avec le partenaire. Parce que de toute façon, t'accompagnes que des femmes, comme tu le disais, je crois, sur ton profil LinkedIn. Mais est-ce que tu peux me parler un peu plus d'elles? Alors, j'accompagne pas que des femmes. Okay. Je m'adresse aux femmes, mais il y a aussi des hommes qui viennent à moi. Okay. Parce que le sujet est pas tellement différent en fait, sauf que les hommes vivent pas dans le même le monde n'est pas le même pour les hommes et pour les femmes. Donc on vit pas avec les mêmes injonctions, les mêmes attentes de la société et donc du coup on se raconte pas forcément les mêmes histoires. Donc du coup c'est des sujets qui sont à la fois très ressemblants et différents. C'était quoi la question, pardon, du coup, j'ai oublié. C'était justement comment tu accompagnes les femmes qui viennent à toi. Est-ce qu'elles viennent avec tous des problèmes liés au trauma sexuel ou alors leur sexualité en général ou autre chose peut-être? Elles viennent, alors ça peut être des sujets assez différents, mais avec ce point commun je pense que ce que je vis aujourd'hui est lié à ce que j'ai vécu. Soit parce qu'elles sont déjà allées voir des psys qui ont mis ça en lumière, soit parce que c'est quelque chose dont elles sont intimement convaincues et elles veulent avancer sur des sujets différents, donc certaines sur leur sexualité, d'autres sur leur relation. Il y a beaucoup de notions de relations, soit la relation à leur mari, la relation à leur famille, à leurs amis, etc., ou à leurs enfants aussi. Donc elles viennent pour
pour changer des choses dans leur vie qui leur conviennent pas, en ayant soit des soupçons, soit conscience que ça a un rapport avec ce qu'elles ont vécu dans leur passé. Ok. Très bien. Et comment tu les accompagnes, toi? Sous quelle forme ils sont tes accompagnements? Alors on est à distance, comme on est là aujourd'hui sur Zoom. Ok. Et puis donc c'est du coaching, donc on est dans de la discussion par le questionnement. Et puis donc ça se fait en plusieurs étapes. Au départ, on va aller voir ce qui est vraiment important pour elle, parce qu'entre le sujet que t'amènes et ce qui est vraiment important pour toi, parfois il y a un monde. Donc on va d'abord mettre de la clarté là-dedans entre ce que je vis et ce dont j'ai envie pour la suite, pour pouvoir vraiment mettre l'énergie sur ce qui est le plus important. Parce qu'on peut aller direct attaquer le sujet, le problème avec lequel on vient, et en fait se rendre compte à la fin de l'accompagnement que c'était pas ça en fait la vraie intention derrière. Toi, tu peux venir avec l'idée que, je vais dire n'importe quoi, mais tu peux venir avec l'idée qu'en fait tu veux une sexualité normale, alors qu'en fait ce que tu veux profondément, c'est avoir une relation de transparence avec ton mari, ce qui en fait a pas forcément de rapport direct. Tu peux traiter l'un sans traiter l'autre potentiellement. Voilà. Et donc du coup, on va aller chercher d'abord ce qui est vraiment le plus important, et puis on va aller voir chacun des sujets les uns après les autres. En général, on commence avec un pack de séances, donc on sait combien de temps on a ensemble pour pouvoir aller aborder tel ou tel sujet, ce qui permet de prioriser dans ce qui est le plus important, ce qui n'empêche pas après de continuer, mais en tout cas de commencer vraiment sur ce qui est le plus important. Et donc souvent on va tourner autour de la culpabilité qu'on peut ressentir, qui est un des premiers sujets qu'on va aller traiter, parce que tant qu'on ressent de la culpabilité, c'est compliqué d'avancer sur le reste. Et puis après, on va aller chercher, voir ce qui reste, qu'on a envie de mettre en place, ce qu'elle peut mettre en place et qu'elle a envie de mettre en place pour pouvoir avancer vers ce qui est important pour elle. Ok. Et donc, c'est des packs de plusieurs séances, 6, 10, c'est plutôt sur du long terme, en fait. En général, c'est 8-10 séances. Ouais. Ok. Ce qui est nécessaire. Mais c'est pas si long terme que ça. Hein. Ok. Alors, c'est nécessaire, ça dépend. J'ai une femme en 5 séances, c'était plié. Et c'était génial. Et pour un traumatisme, d'ailleurs, je pense que je vais publier son témoignage dans pas très longtemps. Il est incroyable. C'est pour un traumatisme qui durait depuis 35 ans. Alors, attention, je traite pas le trauma. Je suis pas psy. Je le dis comme ça haut et fort, peut-être comme ça on arrêtera de m'embêter avec ça. Je ne suis pas psy, je ne traite pas le trauma, mais par contre ça n'empêche pas que quand on va avancer sur les sujets, à un moment il y a aussi des choses qui se décoincent par rapport au trauma. Et donc du coup elle a levé des choses qui étaient profondes en elle, qui la faisaient souffrir depuis 35 ans, grâce à ce qu'elle a pu mettre en place, qu'on a pu discuter ensemble, en 5 séances. C'est-à-dire qu'on arrivait à la 6e séance, et je lui ai dit, bon, alors, t'as envie d'avancer sur quoi aujourd'hui? Elle me dit, en fait, tout va bien. Génial. Ah, bon, d'accord. Donc voilà, mais ce qui n'empêche pas qu'on continue quand même, parce qu'il y a toujours des petites choses sur lesquelles t'as envie de peaufiner derrière. C'est-à-dire que le gros a été levé, mais après, t'as toujours envie d'avancer. Enfin, même moi qui me sens relativement épanouie dans ma vie, je continue à me faire coacher, parce que je sais qu'il y a toujours des choses que j'ai envie de faire progresser. Il n'y a pas un moment, ça y est, c'est bon, j'ai tout traité, je suis tranquille. Enfin, c'est un travail permanent, puis c'est hyper génial de plonger de plus en plus en profondeur, et on comprend de plus en plus des choses avec des teintes et de la subtilité différente. Mais quand tu dis je traite pas les traumas, pour moi, en vrai, en coaching, tu travailles, en fait, tu libères. Et je trouve que c'est beaucoup plus rapide que la psychologie. Je suis pas en train de critiquer la psychologie, mais pour moi, il y a le côté action du coaching, il y a le côté on voit les croyances limitantes, on vient agir, et en fait, très rapidement, comme ta cliente le montre, on peut faire des changements, mais genre des sauts quantiques dans sa vie, alors que ça fait 30 ans qu'on se trimballait un sacré paquet de trucs dans nous. Hein. Et je trouve que la puissance du coaching, c'est aussi ça. Ça libère des traumas. C'est effectivement possible. Moi, je promets pas que je vais lever un trauma, parce que c'est pas mon travail. Il y a effectivement des techniques de coaching qui permettent de soulager pas mal de choses, et effectivement qui peuvent t'aider à dépasser un trauma. Maintenant, le traumatisme, il faut faire attention. Il y a différents niveaux, il y a différents degrés, enfin différents types en fait. On appelle ça des types. Et il y en a qui sont plus ou moins, je sais pas le mot, mais qui sont, dans lequel moi je me sentirais pas en tout cas d'aller pour l'instant. Notamment les traumas qui sont encore en cours. Moi, c'est des trucs où je me sens moins à l'aise. D'intervenir. Après, il y a ça dépend en fait. Le trauma en lui-même,
je me sens pas d'intervenir. Par contre, aider la personne à faire en sorte que, par exemple, ça s'arrête ou qu'il y ait des choses qui évoluent, ça, par contre, c'est aussi possible. Voilà, bon. C'est du cas par cas, de toute façon. Ça va dépendre de toute façon, effectivement. Et puis, moi, je suis aussi connecté à la spiritualité, vraiment confiance à la vie, amener les personnes avec lesquelles je vais pouvoir travailler, avec lesquelles je vais pouvoir avoir une action où il y aura le juste équilibre, en fait. Et si ça me dépasse, la vie me l'amènera pas, en fait. Et ça, c'est pas à moi de travailler avec cette personne, la vie ne m'amènera pas non plus, cette personne. Donc, et puis, même sans, pour ceux à qui ça parle pas, cette histoire d'énergie, même d'un point de vue très pragmatique, il y a aussi il y a le feeling qui passe quand même, qui est important dans le coaching. Une personne qui va pas se sentir à l'aise ne va pas venir vers toi de toute façon. Et donc, de toute façon, c'est un match énergétique, c'est une rencontre. Ça ne se fera pas dans tous les cas, et il y aura un truc qui va bloquer, et puis voilà. Mais je trouve que c'est aussi hyper important d'incarner sa parole, d'incarner qui on est, donc en vrai et sur les réseaux, pour aussi attirer les clientes et les clients de cœur, les personnes qui vont se reconnaître, qui vont voir en toi la vibration, le miroir ou le truc qui, cette personne va m'aider, cette personne me comprend même. Dans l'inconscient, il y a ce truc-là qui fait qu'on attire ces personnes-là. D'où l'importance aussi de partager et de dire haut et fort ce que tu as vécu et comment tu l'as transformé, et puis tes apprentissages réguliers, quotidiens, qui peuvent dans ta vie d'entrepreneur, de femme, de maman aussi, enfin ces choses-là aident beaucoup à transformer et à connaître et à amener les bonnes clientes et clients à nous. On avance il nous reste un petit quart d'heure à peu près sur cette émission. Comment ça va, Natacha, jusqu'à présent? Très bien, je suis vraiment ravie, surtout comme je te disais en off, là, ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de poster et du coup de diffuser mon message, donc je suis contente là d'avoir l'occasion de le faire parce que ça me permet de sortir ce truc qui a envie de s'exprimer, tu vois, donc je suis ravie. Exact, génial. Exactement, libérer son message et son manifeste un peu qu'on a, qui fait qu'on s'est lancé dans cette entreprise, dans ce métier-là, et qu'on a envie de communiquer parce que ça en nous, ça brûle. À un moment, tu disais justement que là, je pouvais pas faire autrement que de poster parce que ça brûle en nous, en fait. Moi, je le voyais, j'en avais une frustration énorme de pas m'exprimer. Au début, c'était sur des sujets politiques, écologiques et tout ça. Et il y avait ce truc-là, mais ça me brûlait depuis des années, quoi, tu vois. Et donc, c'est hyper important d'ouvrir les vannes. J'aimerais qu'on parle un peu plus de sexualité sacrée. Et je fais en lien, en fait moi je vais faire le lien avec comment je t'ai connu. C'est par Nicolas Aignon et le magnifique podcast de Génération Do It Yourself de 3h30, même 40 je crois, chez Mathieu Stéphanie. Et il aborde évidemment plein de sujets auxquels je suis hyper connecté, et liés à la spiritualité, à l'énergétique, plein de traumas qu'il a traversés, puis également il parle de sexualité sacrée aussi. Et j'aimerais que tu abordes un peu ce sujet-là, et pour mieux faire un peu comprendre à nos auditeurs, auditrices ce que c'est, et en quoi toi, ça t'a épanoui, surtout venant d'un trauma sexuel qui te refermait beaucoup sur sûrement la sexualité en couple. Alors, avant tout, gros disclaimer, je suis loin d'être une experte en sexualité sacrée. Je pense que j'ai découvert 2% de ce qui existe sur la sexualité sacrée. Juste moi, en fait, j'ai lu le livre dont Nicolas parle aussi dans ce podcast, je pense, qui s'appelle Faire l'amour de manière divine de Barry Long. Donc, c'est un livre que j'avais essayé de lire à l'époque où j'étais pas prête. Et j'avais été vraiment... ça m'avait complètement rebuté, ce truc-là. Et je l'ai relu pendant que j'étais en train de travailler dessus, ce qui m'a permis de me reconnecter, en fait, à l'amour, en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'étais encore dans ma douleur, dans ma souffrance, pour moi, le sexe, c'était sale, c'était dangereux, c'était dégradant, c'était vraiment quelque chose à fuir, quoi. Et que je passais mon temps à fuir, d'ailleurs. Et en fait, ce livre notamment m'a permis de me reconnecter au fait que ça pouvait aussi être autre chose. Parce que moi, quand je pensais à sexualité, je pensais à Pornhub, en gros. C'est-à-dire la sexualité que beaucoup de gens pratiquent, globalement. Et donc, j'ai découvert que, en fait, la sexualité, ça pouvait aussi être beau. Ça pouvait aussi être pur. Ça pouvait aussi être source de guérison. Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup parlé, le fait en fait, j'ai compris le terme faire l'amour, tu vois. J'ai compris que dans faire l'amour, il y avait amour dedans. Et donc ça m'a permis de me connecter à ça et à découvrir que je pouvais aussi créer ma sexualité qui me correspond. Ce truc, en fait, que inconsciemment, j'avais toujours cherché, mais que j'avais jamais trouvé dans la sexualité. Parce que, encore une fois, pour moi, il y avait des chemins tout tracés. La sexualité, c'est comme ça.
Donc voilà, et j'ai pas beaucoup plus exploré que ça en fait, mais juste d'avoir réussi à me connecter à ce truc-là, pour moi ça a changé ma vie sexuelle notamment, mais aussi ma vie de couple, etc. Parce que parce qu'on est dans un autre monde en fait, on n'est plus du tout dans la même façon de voir les choses. Voilà. Tout à fait. Et dans l'édito que je me faisais hier par rapport à la méditation orgasmique, c'était aussi ce côté de une sexualité, on arrête de bouger dans tous les sens et on revient à l'essence. Et en fait, à se connecter, la méditation orgasmique commence aussi par de la méditation au départ, être l'un en face de l'autre. Il y a aussi beaucoup ça dans le tantra. Et d'être dans le ressenti, d'arrêter dans la projection de toute façon il y aura une pénétration, de toute façon il y aura une éjaculation, il y aura tout ça. Non, en fait c'est là, on est dans le moment, on est dans le corps et tout, et c'est vrai que c'est très dissonant. Il faut que j'atteigne l'orgasme, il faut que j'atteigne l'orgasme. Voilà. Si j'ai pas ça, en fait ça sert à rien. Ce n'est pas faire l'amour ou autre. Et effectivement, c'est ces objectifs, ces attentes qu'on a beaucoup parce que on est teinté de tout ça dans notre société. Eh bien, de plus en plus, on commence à faire ses pas de côté et à revenir à des choses complètement différentes. Et je trouve que ça aussi, c'est un sujet qui est en train de s'éveiller beaucoup. J'en entends de plus en plus parler. Et parce qu'évidemment, il y a des choses, à un moment, on en a marre. On en a marre de soit cette sexualité doit être comme ça, et en fait, non. On commence à se rendre compte que le porno, mais ça détruit tout. C'est très polluant énergétiquement aussi. Par rapport aussi à notre masculin. En tant qu'homme, on s'enferme dans ces représentations-là. Il y a beaucoup de culpabilité. Puis c'est très violent pour la femme aussi. Enfin, il y a tout ça qui est en train vraiment de se défaire. Alors évidemment, il n'est pas la terre entière qui est en train d'avancer aussi vite que ça, mais je trouve qu'il y a un grand pas qui va vers ça et qui justement mettra de la conscience et qui empêchera d'avoir aussi des agressions sexuelles, aussi cette domination dans l'aspect intime que beaucoup ont pu connaître, quoi. Et tu recommanderais de lire ce livre, toi? Parce que c'est vrai qu'il est pas au début, on peut le lire et après, en fait, il m'a refermé, mais il y a un temps juste aussi. Ouais. Je pense qu'il faut le lire si on est capable de se connecter à l'amour et en étant aussi capable de lire en prenant ce qu'on a envie de prendre et de laisser ce qu'on a envie de laisser. Parce qu'il y a des choses dans ce livre qui... Bon, il y a une certaine approche, on va dire, de certains points de vue auxquels moi j'adhère pas forcément à tout ce qu'il y a dans ce livre. Mais notamment toute la première partie sur l'histoire des hommes et des femmes, etc. Bon, on adhère ou on n'adhère pas, c'est le lire comme une histoire, comme un conte, et puis aller tester ce qu'il propose dans la deuxième partie du livre. Voilà. Donc oui, je le conseille si on a envie de s'intéresser au sujet, et puis d'avoir envie d'évoluer, de tester autre chose en fait. Et qu'est-ce que ça a apporté à ton couple? Une façon de faire l'amour complètement différente. Moi, une libération parce que même si j'avais beaucoup travaillé sur moi à ce moment-là, je pense que ça a terminé mon travail quelque part sur le sujet. Parce que ça a fait passer dans le corps ce que j'avais réussi à exprimer. Je l'ai aussi fait par de la libération émotionnelle, mais ça... Bah, tu vois, dans le podcast, Nicolas Agnon disait qu'il faisait l'amour pendant des heures. Bah oui, voilà, nous aussi, c'est comme ça que ça se passe. Alors on n'est pas obligé, hein, mais ça peut aussi, et c'est intéressant. Ouais. Ça c'est pour le côté très factuel. Ça change la relation et pour moi c'est un moment de connexion en fait, plus qu'un moment de décharge. Exactement. Exactement, c'est très juste. Merci pour ce partage. C'est une vraie connexion, c'est une connexion complète et vraiment puissante. Génial. Alors moi, je suis un peu en train d'explorer tout ça, je suis qu'au début, mais c'est vraiment ces retours que j'entends et c'est vraiment puissant. C'est vraiment cool. Merci beaucoup Natacha. On arrive tranquillement vers les dernières minutes de cette émission. J'aimerais aborder un aspect plus financier en fait de ta pratique. Est-ce qu'aujourd'hui tu as les clients et les clientes que tu veux, tu sens que ton activité est viable, circule comme tu veux, est-ce que tu te sens épanouie par rapport à ça? Je suis en cours de stabilisation, on va dire. Parce que j'aide ces femmes-là. Jusqu'à maintenant, j'aidais aussi des personnes
un peu plus dans un cadre un peu plus général, à être au clair sur ce qu'elles ont envie de vivre dans leur vie. Et notamment, c'est un accompagnement de groupe, un mastermind de 6 mois où il y a vraiment une cohésion de groupe qui permet d'avancer et d'être toujours focalisé sur ce qui est le plus important. Donc là, je suis en cours de stabilisation de tout ça pour pouvoir être un peu plus, un peu plus sereine sur les mois qui viennent. Enfin voilà, c'est un peu au compte-gouttes, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est pas très prévisible. Donc, je suis dans cette phase-là où j'essaie de stabiliser ça pour pouvoir être plus sereine, savoir un peu plus prévoir sur les mois qui viennent. Ouais. Parce que je pense que cette sérénité, elle est au service des gens que j'accompagne. Bien sûr. Donc, voilà. Ça fait combien de temps que tu t'es lancée, toi ? Alors, ça fait 2 ans et demi que je suis officiellement coach, puisque je te dis, je pratique depuis la maternelle. Ouais. Ça fait 2 ans et demi et les femmes, je les accompagne spécifiquement depuis l'année dernière. Ok, très bien. C'est intéressant aussi de savoir un peu dans les parcours des coachs différentes aussi que comment on arrive aussi à est-ce que c'est une activité, c'est une entreprise et comment on la développe, comment aussi on arrive à vivre de ça, enfin en tout cas à gagner son argent grâce à ce métier qui nous éclate et parce que également c'est aussi de la sérénité pour nous quoi, de cette sécurité financière, ça nous permet d'être alignés dans ce qu'on fait et de pouvoir aider les personnes au mieux et pas être avec ces mots-là. Toi, tu es contente de la manière dont se développe cette activité, t'as pas envie là de modifier des choses, tu sais que t'as trouvé des bons rails sur cette activité de coaching. Il y a plein de choses qui sont perfectibles qu'on peut modifier. Il y a plein d'axes de progression. Moi, mon ambition, elle se limite pas au coaching. J'ai vraiment envie de créer une entreprise, un organisme, quelque chose qui peut vraiment porter ce message à plus grande échelle. Je suis ravie, vraiment, j'adore aider les personnes en face à face. J'ai aussi envie de pouvoir contribuer à plus grande échelle pour que, à la fois, on puisse aider plus de personnes que ce que mon temps le permet en face à face, mais aussi qu'on puisse diffuser ce message de manière beaucoup plus globale, de pouvoir aller voir que n'importe quelle personne, depuis le plus jeune âge, sache que ce sont des choses qui peuvent arriver, que si ça arrive, on peut se faire aider. Comme on sait que quand la maison elle brûle, on appelle le 18. Et quand on vit quelque chose de difficile, on peut se faire accompagner par tel ou tel type de personne. Il n'y a pas que les coachs dans la vie. Il y a aussi d'autres approches qui peuvent mieux te correspondre à certains moments de ta vie. Voilà, pour moi c'est important ça, que ça se sache, que tout le monde sache que c'est possible et même de pouvoir diffuser de quoi se soulager déjà soi-même avant d'aller voir d'autres personnes éventuellement, de pouvoir faire ce chemin progressivement. C'est génial, et oui, d'impacter encore plus grand. Et donc t'as un livre, tu parlais d'un livre tout à l'heure qui est en préparation ? Pour l'instant, les idées se réunissent. J'ai pas encore commencé à l'écrire, mais enfin, il s'écrit dans ma tête pour l'instant. Ah, génial, ok. Et donc après, tu te dirais genre des conférences, des immersions, ou en tout cas porter ce message de plus en plus loin. Ok, génial. Bon c'est cool. Merci beaucoup Natacha pour tous ces partages. Avec grand plaisir, merci à toi. Je te propose de terminer avec une question ou un mot, vu qu'on a déjà tiré les photos, pour ouvrir le champ et voir un peu ce que ça t'inspire et comment on peut terminer cette interview. Un mot ? Tu choisis quoi ? Un mot ? Alors, sur un mot. C'est parti. Alors, chère Carte, merci de nous partager un mot pour que Natacha fasse l'ouverture et la transition de fin de cette interview. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ah. Jugement. Ouh. Jugement. Lourd de sens ce mot. Oui, que t'inspire ce mot ? Que m'inspire ce mot ? Alors, il m'inspire à la fois pour les coachs et à la fois pour les personnes qui peuvent aller voir les coachs. Pour les coachs, évidemment, un coach n'a pas de jugement. Un bon coach ne juge pas son coaché. C'est essentiel. C'est essentiel. Quel que soit le sujet qu'on aborde, et d'autant plus quand on parle de sujets qui sont
tabous, qui sont difficiles, etc., comme je peux le faire moi avec le sujet, il n'y a évidemment jamais de jugement, même pour les trucs les plus farfelus qu'on peut imaginer. C'est un principe de base du coaching, pas de jugement. Voilà. Et donc du coup pour les coachés, pareil. Alors merci de venir sans jugement sur le coaching, mais même si c'est compliqué, on en a tous. Mais surtout de pas craindre du coup le jugement du coach. Et si vous voyez un coach qui vous juge, fuyez, fuyez parce que ça va pas donner grand chose. Changer, fuyez, voilà, ouais, t'as raison. Très bien, merci beaucoup Natacha. Et oui, puis allez voir de l'autre côté de ce jugement ou de ce du coup préjugé que vous pouvez avoir, allez juste voir de l'autre côté. Bon, est-ce qu'ils sont vraiment comme on le dit ces coachs? Vous verrez bien et regardez les épisodes, vous verrez par justement en 1 heure à quel point vous pouvez avoir une personne très différente et très enrichissante. Eh bien écoute, on va terminer cette interview et pour terminer, des fois j'aime bien poser cette question, là elle m'est revenue, ça fait longtemps. Est-ce que tu as, Natacha, une question à me poser à moi? Est-ce que j'ai une question à te poser? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, là, maintenant? Une belle question de coach. Qu'est-ce qui est le plus important, là, pour moi? Et en fait, tout de suite, il y a le mot argent qui est venu, parce que c'est un levier vraiment qui me manque en ce moment, en tout cas pas en abondance. Et quand tu parlais d'impacter les gens, de faire de propager ton message plus loin, j'ai envie de faire des événements, j'ai envie de louer des salles, j'ai envie de faire des trucs et de réunir des gens. Et ce levier argent, cet outil-là m'aiderait aussi à impacter plus grand ce message de prenez la parole, comme j'ai fait la semaine dernière 3 jours avec des étudiants de l'ESG, on a fait une émission. Et c'est trop bien, j'adore ces moments où je crée ce cadre où allez, vas-y, exprimez-vous tel que vous êtes et kiffez. Et donc ouais, il y a cet outil argent qui me manque un peu et que je m'attelle en tout cas à faire rentrer en abondance dans mon entreprise. Mais c'est ça qui me manquerait aujourd'hui. Ok, merci. Merci Natacha. Et comment tu repars de cet échange avec moi et de cette heure passée ensemble? Ravie, comme je te disais, d'avoir pu partager ce qui était important, ce message qui est important pour moi. Ravie d'avoir pu échanger, puis d'avoir fait ta connaissance aussi. Ravie d'avoir pu échanger sur le coaching, sur ces sujets de sexualité. Si ça peut inspirer certaines personnes, ce sera avec grand plaisir d'ailleurs qu'on ait vos retours, que ce soit sous le post de Julien ou directement sur nos comptes respectifs. Ce sera avec grand plaisir de vous lire. Carrément. Et puis je mettrai dans la description toutes les infos pour retrouver Natacha. En particulier sur LinkedIn ou tu communiques ailleurs? Je suis aussi sur Instagram. En ce moment, je communique pas beaucoup, mais je suis là. Je vous lis si vous m'écrivez, je vous lis. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre écoute et pour votre suivi. Et puis, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Et puis, kiffez bien. Et n'hésitez pas à aller voir des coachs et à traverser ce qui vous pèse parce que c'est un métier qui peut vous aider. Il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, le coaching, pour moi, c'est vraiment un métier génial pour ça. C'est des belles rencontres. Je vous dis à très bientôt. Merci.